l'iPhone XR est arrivé et que vaut ce nouveau modèle par rapport au haut de gamme d'Apple facturé au prix fort, les 10S et 10S Max? Est-ce un iPhone au rabais ou au contraire la bonne surprise de cette collection 2018-2019? Bref, l'iPhone XR est-il le smartphone qu'il vous faut? Débat! Le Mac. Bonjour à tous, bienvenue à On refait le Mac alias URLM, bienvenue à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech, avec comme chroniqueur cette semaine à mes côtés dans le studio, j'ai beaucoup de chance, une présence féminine, enfin Mélinda d'Avansoulas de LCI. Bonjour Mélinda. Bonjour Olivier. Ça va bien? Ça va très bien. Mélinda, tu as eu la chance de pouvoir étraîner l'iPhone XR depuis quoi, une semaine maintenant? Ouais, une bonne semaine. Donc tu auras un peu plus de recul que nous qui venons juste de le recevoir. Il est là, regardez, l'iPhone XR qu'Apple vient juste de nous envoyer. On enregistre la veille de sa sortie, nous sommes jeudi. En duplex, un journaliste passionné de tech. Vous le retrouvez tous les jours sur Move, la radio des jeunes. Il anime le lundi au vendredi à 13h. Move, 13 actu au menu info, culture, société et sport. Alex Nassar. Bonjour Alex. Salut Olivier, salut tout le monde. Je suis très très fier d'être avec vous aujourd'hui. En revanche, l'émission pour les jeunes, je suis plus très jeune non plus, tu sais. Donc, on va pas mentir sur la marchandise. Un petit peu quand même. Mais tu as une voix très jeune. Tu n'avais pas super bien, c'est magique. C'est gentil. Bon, et comme tous les journalistes qui essaient de faire des podcasts, tu es obligé de t'exiler ta rédaction, c'est ça? Oui, parce que figure-toi que la maison de la radio... On voit derrière, que l'on devine derrière toi? Extrêmement mal. Ouais, elle est juste derrière moi, la belle maison de la radio. Alors, elle est magnifique, mais en revanche, niveau réseau, c'est pas ça. Le Wi-Fi est un peu pourri et la 4G, je t'en parle même pas, donc je sors. Voilà, c'est bien. En cas d'explosion thermonucléaire, tu seras protégé, on est sûr, à la maison de la radio. En duplex, un fan irréductible de la pomme, Emmanuel Torregano d'Electronlibre.info. Bonjour Emmanuel. Bonjour, ravi de revenir également dans ta très belle émission, Olivier. Oui, Flagorner, va. Et toi aussi, tu es puni, tu es sur la terrasse. Non, pas du tout. On sait qu'il porte la culotte, monsieur Torregano. Non, c'est parce que je voulais vous montrer mes très beaux poissons japonais. Ah oui, d'accord, bien sûr. Que j'aime beaucoup. Voilà, et comme vous pouvez voir, il est fan du PSG, bien sûr. Enfin, notre community manager, Alexandre Masméjean. Bonjour, Alex. Bonjour Olivier, bonjour à tous. J'ai hâte d'en découdre avec l'iPhone XR que j'ai envie de tester. Voilà, mais écoute, je te le passerai un petit peu si tu veux. Okay. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre concours de la semaine proposé par notre partenaire SanDisk. SanDisk vous offre cette semaine 3 Expand Flash Drive, je les ai là, regardez. C'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go et y stocker vos photos, vidéos et même films. C'est assez pratique, on peut enregistrer directement le cliché sur la clé sans encombrer la RAM de votre iPhone. Bref, pour participer, c'est très simple, il suffit de répondre via Twitter à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Allez, place au sondage de la semaine avec Alex. Le sondage de la semaine avec Alex Masméjean. Le sondage et la question cette semaine, on vous a posé la question, avez-vous un vieil iPhone, 2 ans ou plus? Si oui, allez-vous craquer pour le 10R? Et la réponse, c'est 27% qui disent oui contre 73%, une grosse majorité, qui disent non. Alors, méfiez-vous quand même, 27%, c'est quand même pas mal. Entre ceux qui vont acheter le 10R en plus, ça fait quand même beaucoup de gens qui vont renouveler leur iPhone. Voilà. Tu parlais du 10S en plus. Du 10S en plus, oui, certaines personnes vont juste prendre le 10S et donc pas le 10R. Ouais, en tout cas, ça ne reflète pas l'ambiance qu'il y a actuellement, Mélinda, autour de l'iPhone XR, qui est, si je ne me trompe pas, déjà en rupture de stock en matière de précommande. On a quand même un public très ciblé, très fan de la marque. Je m'attendais à un raz-de-marée pour l'iPhone XR. C'est pas aussi évident. C'est vrai que c'est étonnant, parce que quand on voit les chiffres, donc les précommandes, elles sont ouvertes depuis vendredi dernier. Et tout est à délai maintenant supérieur à la sortie du 26. C'est vrai qu'on peut penser que beaucoup plus de gens vont se précipiter. C'est le cas aussi chez les opérateurs. Ouais. C'est aussi en délai repoussé chez les opérateurs. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de stock ? Ou alors, les gens sont, par rapport aux chiffres, beaucoup plus intéressés par le 10R qu'on le croit. C'est vraiment l'iPhone, Emmanuel, ce qu'on appelle du super cycle, c'est-à-dire l'iPhone du renouvellement par excellence chez Apple, qui est destiné à tous les utilisateurs de modèles anciens. On pense au 5S, on pense au SE, on pense au 6S, au 6, peut-être pas le 7 qui est encore relativement récent, et qui ferait que ce serait le hit qu'on n'a pas vu chez Apple depuis 3 ou 4 ans. Emmanuel. Oui, évidemment, le XR, il arrive, comme tu dis, pour réussir à faire cette espèce de cycle qu'il y a chez les utilisateurs et consommateurs Apple, qui ont tendance à changer, en effet, de smartphone tous les à peu près 3-4 ans. Moi, j'ai quand même un doute sur le fait que ça soit le grand hit de cette année. Je pense qu'il arrive sur un marché qui est déjà relativement saturé pour Apple, alors que la vraie nouveauté de la gamme, c'est le XS.
qui lui, XS le grand, Max, voilà, et qui lui va certainement, même si il commence à y avoir des bruits un peu bizarres venant d'Asie, il n'empêche que normalement c'est lui qui devrait porter, et on devrait le voir d'ailleurs dans les résultats d'Apple avec une augmentation du panier moyen. En revanche, les XR, oui, ça va permettre certainement de consolider cette base d'utilisateurs. On dit aficionados, mais c'est plus vrai parce que on parle de 80 millions de téléphones à peu près achetés tous les trimestres. Donc c'est plus une communauté, là, c'est un pays. C'est plus vraiment une secte, on est un sur continent. Un autre ordre d'idées. Voilà, c'est ça. Mais en effet, ça va faire certainement une partie, le socle, en tout cas certainement chez les Européens, chez les Américains, sur les marchés où c'est relativement saturé et où on ne va pas pouvoir avoir de gros volumes concernant les smartphones un peu plus chers, même si le XR est quand même pas donné. Il ne faut pas non plus exagérer. C'est pas un petit, c'est pas le SE de l'époque. Ça reste un smartphone de très bonne qualité, de très bonne tenue. Il a beaucoup moins de on y viendra. On n'anticipe pas. On a 1 heure d'émission pour discuter de tous les points forts et points négatifs. Il n'a pas été sabré, quoi. De l'iPhone 10. Ce n'est pas un iPhone low cost. Voilà. Alex, Nassar, ton sentiment, est-ce que par excellence, ça te semble vraiment le produit renouvellement d'Apple? Emmanuel insistait sur le fait que ce n'était pas un produit hyper accessible, c'est autour des 850 €, donc c'est pas non plus on trouve des Android à 500 €. Est-ce que Apple n'est pas encore un peu haut en termes de prix? Écoute, moi j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre la hype autour de l'iPhone 10R. Alors je vois des reviews un peu partout déjà assez dithyrambiques, mais oui, le prix me semble quand même encore relativement élevé. Alors il y a ce renouvellement des gens qui ont déjà un iPhone depuis plusieurs années. C'est vrai que la concurrence en face, alors je suppose qu'on va y revenir, est quand même assez balèze, notamment du côté d'Android. Pour moi, on ne va pas y revenir, donc parlons-en maintenant. Écoute, si tu veux aujourd'hui un téléphone avec toutes les specs de l'iPhone 10R, tu vas le trouver à bien moins cher que 850 € dans l'univers Android. Au moment où tu es d'accord pour passer chez Android. Et je vois de plus en plus de gens autour de moi qui attendaient l'annonce de l'iPhone 10R, qui n'ont pas craqué pour le 10, ni pour le 10S et encore moins pour le 10S Max parce qu'ils savaient qu'un iPhone moins cher allait sortir. Mais je trouve que le positionnement, bien que les specs soient excellentes et que le 10R reprenne beaucoup d'éléments du 10S, je trouve que le prix est encore très élevé, donc j'ai du mal à imaginer que ce smartphone puisse cartonner autant que certaines précédentes versions de l'iPhone. On sait, Melinda, qu'il y a effectivement un risque pour Apple parce qu'il y a notamment les constructeurs chinois qui redoublent d'efforts en termes de qualité et surtout se lancent dans une guerre des prix. Et c'est vrai que pour Samsung, c'est un peu compliqué en ce moment dans l'univers Android, qui est peut-être plus en première ligne qu'Apple. On se dit bien qu'Apple ne pourra pas rester à vitam aeternam dans une bulle où il fixerait les prix et ne tiendrait pas compte de ses concurrents. Mais pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. D'aller à 1 000 €, on voit maintenant que le nombre de smartphones qui s'approche des 1 000 €. Même sur le 10S. Voilà, mais Max, ils étaient quand même les premiers quasiment à passer. Huawei, là, qui vient de sortir un téléphone, a refusé en France de passer la barre des 1 000 € parce qu'il y a quand même un seuil un peu psychologique. Moi, je pense que sur ce produit-là, sa force, c'est la couleur. Et on va voir derrière, tous les concurrents vont sortir des smartphones toutes les couleurs. Et le prix, et je pense que le prix, chez Apple, ils se moquent des autres. Au niveau, oui, il y a les Chinois qui cassent les prix avec des super produits. C'est vrai, c'est une réalité. Je pense qu'avec un iPhone à 800 € qui fait la même chose que d'autres, il fait quasiment la même chose que les autres, à 300 € de plus, ils cassent les prix à leur façon. Ils cassent les prix à leur façon, en fait. Ouais. Parce que là, la grosse différence, c'est l'écran, on y reviendra. Il y a 300 € de moins quand même que l'iPhone. Et je pense que Apple s'auto-casse les prix, en fait. Allez, on va commencer par passer en revue les forces et faiblesses de cet iPhone 10R. Et on commence par son design, tu en parlais, qui est pour le moins que l'on puisse dire, c'est dur à dire, haut en couleur. On refait le Mac. Alors le design extérieurement, à part la taille, rien ne différencie au premier coup d'œil un iPhone 10R d'un iPhone 10S que j'ai à côté. Regardez, c'est très proche. On va rentrer dans les détails, mais ça ressemble beaucoup. Je vais l'allumer celui-ci aussi. Voilà, regardez. Vous verrez mieux sur les détails, sur les plans de coupe qu'on va faire tout à l'heure. Si ce n'est bien sûr la couleur, tu en parlais à l'instant, Melinda, c'est la vraie différence. On n'avait pas vu ça depuis longtemps chez Apple. Là où Apple misait sur la sobriété, regardez, entre le 10S et le 10S qui était déclinable qu'en 3 couleurs, blanc, noir ou doré. Cette fois-ci, il joue à fond la carte du design avec pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Red, donc rouge, jaune, blanc, corail, noir et bleu.
Et en plus, évidemment, regardez si on détaille le design, ça reprend les mêmes codes que les autres modèles, à savoir le verre devant, ici, regardez, bien sûr, comme l'iPhone 10, le verre derrière également. La seule différence, c'est que si le devant ici, vous avez bien la même Gorilla Glass très résistant que vous avez sur le 10S Max, vous n'avez pas la même qualité de verre derrière, il est un peu plus fragile sur le 10R, donc prudence. Et enfin, pour finir sur le côté détail, eh bien, il est également étanche, sauf que celui-ci, il est IP68, c'est-à-dire qu'il résiste jusqu'à 2 mètres d'immersion périscopique, dirons-nous, pendant 1 heure, alors que l'autre, pendant 30 minutes, alors que celui-ci ne résiste, ce qui est quand même déjà pas mal, à 1 mètre jusqu'à 30 minutes maximum. Voilà, donc c'est assez proche. Alors la différence, essentiellement, Mélinda, toi qui t'es amusée avec, la couleur, et c'est notamment la tranche ici, regardez. C'est quand même élégant. Hein. C'est très bien fait ce qu'ils ont fait. C'est de l'aluminium, c'est pas du métal. Oui, c'est un peu moins fini que les 10S et 10S Max, mais c'est quand même comme ça, juste en les regardant, c'est plus élégant, par exemple, que la différence qu'il y avait entre le 5C et le 5S. Oui, où c'était du plastique. C'était vraiment, ça faisait un peu cheap à côté de l'autre modèle. C'est assez élégant. Moi, je trouve ça élégant quand même. Et en main, c'est vraiment agréable, je trouve. Après, on parlait de la taille. Alors, c'est vrai que c'était l'inquiétude. Je pense que les chiffres, on n'a pas dit, mais les chiffres du sondage, il y a ça aussi. C'est que l'écran qui fait 6,1 pouces, beaucoup de gens ont peur que ce soit trop grand. En fait, il faut se dire que c'est entre l'ancien iPhone 8 et le 8 Plus en gabarit, en termes de gabarit. Si on les superpose, les deux iPhones, là derrière, vous avez l'iPhone, de gauche à droite, vous avez l'iPhone 10R, à droite, il y a l'iPhone 10S Max à gauche. Vous voyez la différence de taille. Si je les superpose, effectivement... c'est pas énorme. En fait, il est aussi fin. 6,5, 6,3. Voilà. 6,5 et 6,1. Ouais. Du coup, c'est pas... 6,5 pour le grand. Énorme, mais je pense que pour beaucoup de gens, ça fait un peu peur. En main, ça tient super bien. On va pas le faire tomber. Même moi, qui suis quand même pas très grande et qui ai des petites mains, je le tiens bien. Mais c'est vrai que ça reste un modèle assez grand. C'est plus grand que pour beaucoup de gens, ça va être plus grand. Est-ce que quelque part, c'est pas le bon compromis, Regardez, en termes de taille, il mesure 15,09 cm de hauteur, c'est 6 mm de moins que le XS Max. En largeur, c'est 7,57 cm, c'est 1 mm de moins que le XS Max, donc c'est quasiment la même chose. En revanche, l'iPhone 10R est légèrement plus épais, 8,3 mm d'épaisseur, c'est 6 mm de plus que le XS Max. Là, on peut penser que la dalle, c'est une dalle LCD, on y reviendra. 6 mètres, 0,6 bien sûr. Effectivement, le rétroéclairage prend de la place. Le LCD nécessite... Voilà, c'est pas la même technologie. Ceci, c'est la grosse différence, c'est la qualité de l'écran. Et ils ont dû travailler dessus pour avoir donc cette dalle. On en reparlera. Ça a été le gros travail. Et ça fait qu'il est un petit peu plus épais. C'est pas non plus flagrant. En revanche, moi, ce que j'ai trouvé très agréable, qui étrenne le XS Max depuis maintenant presque 1 mois qu'il est sorti, c'est le poids. Il est beaucoup plus léger, 194 grammes sur la balance. Ça, c'est 14 grammes de moins que le XS Max. Ça peut paraître pas grand-chose, mais vraiment, on sent vraiment la différence, surtout si vous rajoutez des housses, donc ça monte. Moi, je trouvais que la manipulation à une main est plus aisée que... C'est amusant, tu parlais d'Android tout à l'heure, Alex, pour la concurrence. Il y a peu de concurrents qui aient choisi ce format de dalle de 6,1 pouces. Et moi, ça me semble plus agréable pour l'utiliser à une main que le 6,5 pouces pour atteindre le sommet de l'écran, notamment. Écoute, moi je suis passé au 10 S Max là tout récemment. J'avais un 10 là, c'est l'année dernière. En gros, je renouvelle mon iPhone tous les ans. J'avais un 7 Plus aussi, et la taille 6,5 pour moi c'est la taille idéale. J'aurais beaucoup de mal à repasser à plus petit. Et c'est vrai, quand je suis repassé à l'iPhone 10, même si on m'avait vendu qu'avec 5,8 pouces, on était très proche de ce que faisait anciennement un iPhone 7 Plus ou ce genre de choses. Donc au niveau de la taille, j'ai toujours cette même réflexion. Je me dis, les gens qui avaient un SE, par exemple, et qui attendaient un SE2 depuis très longtemps, donc on parle quand même de gens qui sont habitués à un petit écran, donc je crois que c'est 4,7 pouces. 4 pouces, 4 pouces tout court, voilà, le 4,7, c'était la génération d'après, c'était les 6, les 7, les 8. Donc est-ce que des gens qui étaient sur 4 pouces, ils vont envie de passer à 6,1 ? Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Donc le compromis est intéressant. Après, en termes de positionnement, j'ai du mal aussi à lire vraiment la ligne. On a un iPhone 10S Premium qui est très cher avec un écran 5,8 pouces. Derrière, on a le 10R qui est évidemment pas low cost mais qui est moins premium avec un écran plus grand, donc très bizarre. Et ensuite, le 10S Max, où là la question se pose pas, tu sais que c'est vraiment l'iPhone Premium par excellence. Toujours cette réflexion sur pourquoi un écran plus grand sur un iPhone qui coûte moins cher, je ne sais pas. Une petite réflexion avec Emmanuel, c'est vrai que quand une personne adopte un format d'écran, notamment ceux qui avaient des SE, ils passent à l'iPhone 10 ou à l'iPhone 10S Max,
ils se rendent compte vraiment de la valeur ajoutée. Ils ont plutôt du mal à revenir en arrière. Pour moi, véritablement, la diagonale 6,1 pouces, c'est le meilleur compromis en matière d'ergonomie et d'usage. Quelle est ton opinion, Emmanuel? Il faut savoir qu'aujourd'hui, Apple, depuis qu'ils ont installé, c'est-à-dire en 2008, l'iPhone sur le marché, il fonctionne en effet par cycle, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qui c'est qui va acheter aujourd'hui le nouvel iPhone? C'est les gens qui, comme je disais, ont un iPhone depuis un peu plus de 4 ans. Et ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils l'achètent? Parce que le leur, d'abord, il devient à proprement dit obsolète, même si Apple a fait des efforts avec iOS 12 et iOS 11, qu'ils ont maintenu sur des vieilles machines. iOS 12 que iOS 11, mais passons. iOS 11, pardon, jusqu'au 5S. Ouais. Mais il n'empêche que dans cette histoire-là, la suite, c'est quand même qu'il faut que vous achetiez un nouvel iPhone. Et quelqu'un qui a acheté Apple à cette époque-là et qui va acheter un nouvel Apple, il ne se pose pas la question de se dire est-ce que je vais acheter le moins cher? Il se pose la question aujourd'hui de se dire est-ce que je vais acheter le meilleur pour moi parce que je vais le garder longtemps? Et oui. Mais il y a quand même la douloureuse. Il y a quand même un pouvoir d'achat qui est ce qu'il est en Europe. Mais non, Olivier, là-dessus, il faudrait arrêter de faire ce contresens sur Apple. Ce fameux paradigme que les analystes veulent nous montrer depuis 20 ans sur Apple ne marche pas. Le panier moyen d'Apple fonctionne d'une façon totalement paradoxale par rapport à tout le marché. Il progresse. Et c'est le seul. C'est-à-dire que, comme tu disais, ils ont introduit des smartphones à 1 000 €. Non pas, on s'est dit tous, oh mon Dieu, c'est très cher. Pas du tout. Les gens achètent des smartphones à 1 000 €. Pourquoi? Parce qu'ils n'achètent plus d'ordinateur. Donc, l'argent que tu ne mets plus dans un ordinateur, l'argent que tu ne mets même peut-être pas dans un iPad, tu l'as peut-être acheté, puis bon, c'est pas les mêmes cycles de renouvellement comme on l'a bien vu. En effet. Cet argent que tu ne mettais pas finalement dans ces appareils-là, dans quoi tu le mets? Tu le mets dans l'appareil qui, d'ailleurs, aujourd'hui a une fonctionnalité pour te dire regarde comment tu m'utilises autant, c'est-à-dire le fameux mode où tu vois le temps d'écran. Cet appareil-là, il est suffisamment important dans la vie des gens aujourd'hui pour qu'une marque qui a tous les paramètres en main se dise je vais le mettre à 1 000 €, voire à plus, et ne pas me poser comme question, la question qui est, comme tu disais tout à l'heure, oui, mais quand même, il y a un moment, l'élastique du prix, il va casser, et puis ils vont se le prendre dans la figure. Et ben, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe, bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi. C'est un produit qui remplace tous les autres. Donc, il peut être vendu à 1 000 €, 1 200, 1 300 €. Oui, non, bien sûr, mais à un moment donné, je ne dis pas qu'il va casser l'élastique, mais il y a un risque qu'il puisse casser. Pourquoi? Parce qu'aussi, dans le modèle économique Apple, pour eux, ils ne le vendent pas 1 300 €, 1 000 €, 890 €, parce qu'aux États-Unis, il est vendu avec une prime à opérateur, ce qui est de moins en moins le cas en Europe et en France notamment, depuis l'arrivée de l'opérateur Free, où on casse les prix et qu'on achète. On ne paye quasiment plus son abonnement au prix fort et on achète véritablement l'iPhone au juste prix. Alors bien sûr, tu as raison de dire que l'iPhone a tendance, ou le smartphone en général a tendance à remplacer un ordinateur, mais chez la concurrence aussi, à un moment donné, il ne peut pas avoir cette dichotomie-là. Mais aujourd'hui, c'est à Apple de proposer une vraie valeur ajoutée et on verra l'année prochaine si cette valeur ajoutée est réelle. Si elle est réelle, ils auront rempli leur pari. Il faut qu'on avance. Messieurs Diane, tu parlais de l'écran. À l'instant, effectivement, c'est un écran LCD, ce n'est pas un écran OLED, contrairement à l'iPhone XS. Est-ce qu'il y a vraiment des différences? On en parle dans ce prochain chapitre, mais d'abord, une petite bizarrerie quand même. Pensez bien, puisqu'on était sur le design, sur les couleurs au départ de ce chapitre, et après on a divergé. Pensez bien à le protéger. Donc effectivement, parce qu'il est un peu moins solide, il est tout en verre par rapport à l'iPhone 10S et le 10S Max. Une petite bizarrerie, Mélinda, il n'y a pas de housse à ce format-là chez Apple, comme s'ils avaient improvisé ce produit. Ça ça n'existe pas. Alors ça, c'est dingue, parce qu'ils ont en général une housse pour tout et un catalogue de housses assez dingue. Ils font beaucoup d'argent avec ça. Ils se murmurent qu'il y en aurait enfin une transparente quand même dans les tiroirs d'Apple. Oui, effectivement, pour ne pas jurer avec les couleurs. Voilà, donc ce serait bien qu'elle arrive. Espérons qu'elle aussi, elle est un petit peu en retard, parce que là, il est fragile. Bon, il est moins fragile quand même. Il n'est pas si fragile que ça quand même, le dos en verre. Oui. Mais ça mérite une coque. Ouais. Allez, on parle de l'écran sans bordure de l'iPhone XR. Où refait le Mac? L'iPhone XR, un écran sans bordure pour tous. Alors, il adopte un écran sans bordure, on l'a dit, de 6,1 pouces, sobrement baptisé Liquid Retina LCD. Ils sont forts, Apple, pour ce terme-là. Contre une dalle de 5,5 et une dalle de 6,5 pouces pour les XS et les XS Max. Alors, principale différence avec le XS et XS Max, donc l'écran adopte une dalle LCD, une première pour cette technologie, Mélinda, chez Apple, parce qu'elle arrive justement à ne pas proposer de bordure et non sans contrainte. Ils ont beaucoup insisté sur ce point-là. Ça semble vraiment la principale difficulté de production de cet iPhone, c'est cet écran LCD sans bordure. Jusqu'à maintenant, un écran sans bordure, c'était forcément un écran OLED. Voilà, alors c'est apparemment ce qui a retardé
la production et qui fait qu'on l'a avec juste un mois de retard. voilà, avec un mois de retard et en petite quantité. La différence, c'est que on ne peut pas plier cette dalle aussi bien qu'une dalle OLED. Donc, ils nous ont bien expliqué que ça avait été un peu compliqué pour mettre l'encoche, pour mettre une dalle. C'est peut-être ce qui expliquerait aussi la disparition du fameux iPhone SE2 qui devait avoir une encoche aussi et ils n'arrivaient pas. Mais honnêtement, après une semaine, j'ai comparé parce que moi aussi, j'avais un 10S Max et donc de voir le liquide Retina, on voit pas... Au quotidien, on ne voit pas la différence. Oui, avec Emmanuel là-dessus, je rejoins complètement Emmanuel. Honnêtement, au bout d'une semaine, moi, j'ai comparé les deux. On ne voit pas de différence de qualité, sauf cas extrême. Donc, en effet, le soir, et si vous regardez un film qui est vraiment très visuel, voilà, il y a une différence un peu de contraste sur les couleurs, mais c'est vraiment pas du tout gênant. Tu parlais du LCD et des difficultés de production. Vraiment, la difficulté, c'est le rétroéclairage du LCD qui est propre. Il faut donc éclairer la dalle. Et c'est vraiment problématique sur un écran sans bordure, parce que sur une dalle OLED, vous n'avez pas de rétroéclairage, c'est les pixels qui s'allument et qui s'éteignent. Et donc, la difficulté sur un écran LCD, c'est que si vous mettez une dalle derrière et que vous ne mettez pas de bordure, et notamment une encoche, il risque d'avoir des fuites de lumière au niveau des limites. Vous allez voir un petit trait blanc. Apparemment, cacher ça. Ils ont beaucoup travaillé pour ça. Ils ont bien galéré pour la faire vraiment, passer. Si on le regarde vraiment avec attention, la finition sur ces premières séries, du moins celle que nous a passée Apple, la finition est en tout point remarquable. Nos confrères de, je crois que c'est The Verge, qui ont carrément passé l'écran au microscope et on voit vraiment qu'il y a zéro défaut. C'est de la belle ouvrage. Alors, faisons la comparaison entre un écran LCD contre un écran OLED. Regardez, effectivement, sur l'OLED, le contraste, vraiment, si on regarde sur des films, notamment regarder ce film sur iTunes que j'aime beaucoup, on voit que le contraste est meilleur, que les noirs sont plus profonds, car effectivement sur un écran OLED, le noir il est complètement noir parce que les pixels sont éteints, alors que sur un écran LCD, vous avez toujours un rétroéclairage, donc les noirs sont un peu plus gris, mais on voit également... pointu quand même. C'est pointu. On voit également que il y a des bordures et que les bordures sont un peu moins fines ici entre l'iPhone 10R à droite et l'iPhone 10S Max à gauche. Évidemment, la bordure est un peu plus large. Il a fallu, j'imagine, caser le rétroéclairage. On parle aussi d'un léger effet d'ombre porté sur la bordure. Tu as constaté ça? Moi, je ne l'ai pas vu ce matin. Ça ne m'a pas frappé. Après, c'est vrai que les bordures étant un tout petit peu plus épaisses, on le voit. On voit quelque chose, mais on s'y fait. Franchement, quand on regarde un film, j'ai regardé un film dessus, au bout d'un moment, on les oublie, vraiment comme avec le 10S Max ou le 10S, où c'est un peu plus fin. Bien. Mais j'ai pas eu ce problème d'ombre, moi, dessus. Mais encore une fois, regardez, il y a peu d'écrans LCD sans bordure, et aussi fin et parfaitement arrondi comme Apple. Ça semble vraiment la raison principale du retard de la sortie de cet iPhone 10R. Ce n'était pas forcément une chose qu'Apple a voulu. Alors on l'a dit, Mélinda, la résolution est inférieure, 326 ppp, c'est moins élevé que l'iPhone 10S et 10S Max, 458 ppp pour les hauts de gamme. Mais encore une fois, je suis assez d'accord avec toi, Emmanuel, à l'œil nu, on ne voit pas vraiment la différence. Le rendu est certes moins bon, mais bon, c'est quand même de la belle ouvrage. Par contre, si on met un iPhone... Mieux qu'avant. Par contre, si on met un iPhone 8 à côté, moi j'ai trouvé que ce n'était pas aussi bon que les écrans LCD. On sait qu'Apple, c'était sa spécialité, les écrans LCD jusqu'à maintenant, mais ça reste encore très bon sur cet iPhone 10R. Et puis le dernier point pour finir cet inventaire à l'après-vert, pas de support du HDR, pas de support du Dolby Vision, donc vraiment pour ceux qui aiment les beaux films notamment, ou qui font de la vidéo, voilà, ça ne le supporte pas, mais encore une fois, moi je vous mets au défi de voir une différence. Il faut vraiment coller l'œil à l'écran et voilà, ça reste vraiment, vraiment très chouette. Vraiment, j'étais agréablement surpris. Et encore une fois, tu vois, Alex nous disait tout à l'heure, moi je ne comprends pas pourquoi il vaut mieux prendre un 10S Max. Écoute, franchement, je suis agréablement surpris. Pour moi, le LCD était arrangé aux oubliettes, Alexandre. Et là, franchement, il revient très fort. Tu verras quand tu l'auras en main. Tu te diras, ils ont bien bossé, les mecs. Écoute, je suis très curieux justement de voir cet écran parce que pour l'instant, je n'ai pas pu encore... chez l'iPhone 10R, ça m'emmerde un peu quelque part de savoir que Apple est capable de faire un écran LCD aussi bon qu'un écran OLED, parce que j'étais un peu comme toi, je me suis dit le LCD c'est fini. Là les mecs arrivent à faire avec un écran LCD
ce que d'autres ne sont pas capables de faire avec un écran OLED, avec toutes les contraintes que tu as déjà énumérées. Tu as des écrans OLED qui sortent avec non seulement un notch, mais ensuite des bordures énormes autour. Apple, ils arrivent avec un LCD à faire ce truc-là. Je suis très curieux de le voir. Voilà, ça m'intrigue beaucoup. C'est vraiment la partie où je me dis, tiens, peut-être que la prochaine fois, je ne prendrai pas le premium d'Apple. Parce que pour moi, l'écran, c'est vraiment le point central, le cœur névralgique dans le choix du portable. J'adore la profondeur des noirs que propose un écran OLED. C'est des raffinements un peu cons, mais voilà, je suis un geek pour tout ce qui est écran. Là, j'avoue que celui-là, je suis très curieux quand même. Il y a quand même un point qui a l'avantage, Melinda, pour l'iPhone 10S et 10S Max, c'est que il n'y a pas de technologie 3D Touch qui permet de détecter la pression sur l'écran. Ce modèle-là n'est pas équipé. J'ai posé la question ce matin à Apple, ils n'ont pas vraiment répondu, comme d'habitude. Pourquoi il n'y a pas de 3D Touch? Alors, il y a quand même une simulation de 3D Touch avec un retour haptique. Est-ce que ça t'a manqué, toi? Alors, ça va pas manquer. Je pense que beaucoup de gens ne vont pas le voir. En fait, pour expliquer un peu, pour ceux qui avaient l'habitude sur un iPhone 10 ou 10S et même je crois 8 et 8, quand vous appuyez sur une appli, vous avez une sorte de sous-menu qui apparaît. Comme le clic droit de la souris. Voilà, comme un clic droit. Et là, c'est fini. En fait, ça n'existe plus. Ça va exister sur la torche, sur le menu verrouillé, sur la torche et l'appareil photo. Et sur le clavier également, et pour pouvoir balader son curseur comme un trackpad. Alors, je pense que voilà, c'est après, il faut être amateur de cette fonctionnalité-là. Plein de gens ne vont pas le voir. Au début, ça surprend un petit peu la différence, mais c'est pas non plus, c'est pareil, c'est pas flagrant. Ouais. On sait, Emmanuel, que cette fonction était une belle avancée ergonomique, dirons-nous, des précédentes générations d'iPhone, mais elle n'était pas forcément connue de tous. C'est peut-être la raison pour laquelle Apple n'a pas trop insisté sur ce point-là, sur cette génération-là. Il faut faire quand même des économies quelque part. Emmanuel. Oui, non, le 3D Touch, c'est, comment dire, chez Apple, c'est quand même un problème parce qu'en effet, quand ils le lancent, ils se disent, ça y est, on va ouvrir une espèce de nouvelle dimension d'interfaçage avec la machine. On ajoute, comme tu dis, le clic droit, même si le clic droit, pour les historiques d'Apple, savent que ça n'a jamais été très, très populaire dans cette boîte. Non. Mais bon, mais il n'empêche quand même que oui, il y avait quelque chose de nouveau qui était arrivé avec le 3D Touch. Et c'était le seul acteur du marché, par contre, je te coupe, quasiment à l'avoir adopté, si tu regardes bien. Oui, tout à fait. C'était les seuls. C'était même pas à peu près, c'était les seuls. Et enfin, il y a eu quelques démonstrations, mais qui n'ont jamais été vraiment suivies chez les concurrents. Donc, le problème, c'était pour eux de comment est-ce qu'on va, ce que dit très bien Melinda, comment est-ce qu'on va apporter une fonctionnalité qui ne se voit pas. C'est tout le problème du 3D Touch. Elle ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un menu pour vous dire il faut toucher là et vous aurez les sous-menus 3D Touch. Il n'y a pas non plus une sorte de pistage intuitif de l'interface, comme c'est très bien le faire Apple, qui semblerait dire que si vous appuyez là, moi par exemple, ce dont parlait Melinda, c'est-à-dire le 3D Touch sur le clavier qui permet de bouger le curseur, je l'ai trouvé par hasard. Je le connaissais pas, je savais pas qu'il existait. Aujourd'hui, je l'utilise quasiment tout le temps. De la même manière que sur mon iPad, je balade le curseur avec 2 doigts. Mais sur le 3D Touch, je l'ai trouvé vraiment par hasard. Je crois qu'une fois, j'ai appuyé un peu fort sur le clavier. Il y a ce truc qui s'est déclenché. Apple a un vrai problème avec cette technologie, c'est comment flécher d'une certaine manière l'interface. Comment dire dans l'interface, regardez, il y a ce truc génial qui existe. Bref. Donc, ils ont un peu abandonné cette affaire pour, comme vous avez dit, un peu une sorte de rétropédalage en se disant bon, on le met plus partout. D'abord, on le propose plus sur le Springboard quasiment, mais vous l'aurez, même si c'est encore un peu utile un Springboard si vous voulez envoyer une application à quelqu'un. Mais donc en un seul, vous appuyez une fois puis hop, vous l'envoyez. Donc on l'a limité à le clavier, l'appareil photo, l'usage de base, les usages de base. La torche, notamment. Qui, encore une fois, n'est pas beaucoup plus fléché que les autres. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont se rendre compte que si vous appuyez fort sur la torche, vous pouvez moduler l'intensité, par exemple? Bon, bah oui, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est vraiment très utile? Je ne sais pas. Ça reste pour eux, je pense, un casse-tête ergonomique. C'est pas très même intuitif. Si derrière, il y a un potentiel évident. Je pense que on va voir si ça va demeurer dans les prochaines générations. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'apparemment, ils ont le problème de cette technologie avec cet écran. Ouais, c'est-à-dire l'écran LCD à bordure. Alors que c'est un Retina, voilà. En tout cas, à ce coût-là. Voilà. Il n'y a pas d'obsession sur le prix chez Apple, mais quand même, il y a quand même un coût pour les. On sait que c'est le composant le plus cher dans un écran, notamment sur le Samsung qui le fournit sur le XS et le XS Max, donc il coûte très cher.
C'était plus de 150 $, je crois. Mais il a dû baisser depuis, mais voilà. Donc c'est une bonne partie. Donc effectivement, ils étaient un peu gênés aux entendeurs de répondre ce matin. J'ai bien compris qu'il y avait... Mais les gens vont s'en apercevoir qu'il n'y est plus. Ils vont s'apercevoir maintenant qu'il n'y en a plus, en fait, en appuyant. Allez, dernier point pour conclure, c'est l'écran. C'est ce qui se trouve au sommet. On trouve la fameuse encoche, alias Face ID TrueDepth, Mélinda. Alors, c'est exactement la même chose que sur l'iPhone 16 que tu as devant toi. C'est la même, elle est aussi rapide. Elle est même un petit peu plus rapide. Ouais. Ça, c'est valable pour toute la gamme 2018. Oui, par rapport au 10 auparavant. Voilà. Et ben, c'est la même. J'ai pas vu de différence. Ça marche aussi bien sur la Face ID. Donc, c'est vraiment la même technologie qui était la technologie phare de l'iPhone 10, n'oublions pas. Donc, en résumé, finition, d'accord, c'est pas du métal, c'est l'aluminium, mais les couleurs apportent quand même une valeur ajoutée intéressante. L'écran, certes, c'est pas de l'OLED, mais le rendu vraiment m'a agréablement surpris. Pour l'instant, à la moitié de l'émission, croyez-moi, ce n'est loin d'être un iPhone au rabais. On continue à passer en revue l'iPhone XR avec vos questions Twitter. Où refait le Mac? Les questions Twitter avec Alex. La première question de Sébastien Gaillard, @Seb Gaillard, qui demande iPhone XR versus iPhone 10, donc de première génération. Voilà, toutes les différences de l'écran notamment. Lequel choisir ? Effectivement, on trouve pas mal de promos sur l'iPhone 10 en ce moment. Là, autour des 850 € pour un iPhone XR. On peut trouver un iPhone 10 à ce prix-là, voire moins cher aujourd'hui en promo. Qu'est-ce que tu conseilles ? En fait, honnêtement, je trouve qu'il n'y a même pas match. Sauf si vraiment vous êtes accro à l'OLED, ce qu'on a dit, et que vous voulez un écran. Et que vous voulez un écran plus petit. Voilà, et il est plus petit, mais bon, on a parlé, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel sur le gabarit. Pour moi, 5.8, c'était extrêmement frustrant comme format. Voilà. Donc moi, j'aurais tendance à dire tu votes 10R. Pour le 10R, et je vote avec toi. Deuxième question, Alex. La deuxième question vient de Petercutie Pascal, @Petercutie. Ouais. Qui demande le 10R, est-ce un ersatz du 10S ? Ouais, en clair, est-ce que c'est un iPhone low cost ? On a commencé à y répondre. En début d'émission, voilà, c'est vrai que c'est le sentiment qu'on pourrait avoir et c'est intéressant la réaction qu'a eu Alex Nassar en début d'émission de dire moi je préfère prendre parce qu'il y a une vraie différence avec l'écran OLED, avec le XS et le XS Max. Franchement, moi depuis tout à l'heure, je suis vraiment agréablement surpris par ce modèle. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas le raffinement en matière d'appareil photo, on en parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, franchement, ce n'est pas un iPhone low cost, ce n'est pas un iPhone au rabais. Et franchement, aujourd'hui, le 10S Max ou le 10S, c'était une évolution du 10S, donc je n'avais pas eu un énorme coup de cœur, si ce n'est que l'écran était plus grand. Mais par contre, ce produit, je le trouve extrêmement séduisant. Et moi, j'ai un vrai coup de cœur pour le 10S, pour le 10R. Voilà. Si j'en avais à acheter aujourd'hui, c'est plutôt celui-là. Le 10S Max, pour moi, c'était une autre expérience. L'écran est beaucoup plus grand. Beaucoup plus lourd, il est plus lourd. C'est autre chose. C'est très premium. Alex avait raison, c'est très, très premium. Le 10R, c'est pas un moins bien. On va voir après, on va parler photo, on va parler puissance. C'est pas du tout une version de chip comme l'était un peu le 5C. Hein. Enfin, c'est vraiment un autre produit, une autre cible, et ils se défend très très bien. Allez, après les questions Twitter, place à notre nouvelle rubrique, la question stockage, avec notre partenaire G-Technologies. Cette semaine, on va s'intéresser au Thunderbolt 3. Où refait le Mac? Le Thunderbolt 3, pour qui, pourquoi ? Le Thunderbolt 3, c'est la connectique qui se généralise peu à peu sur tous les Macs. Avantage par rapport à l'USB-C avec qui elle partage la même prise, elle affiche des performances bien supérieures, aptes à satisfaire les pros. Jugez plutôt un disque de poche SSD. Thunderbolt 3 autorise des débits jusqu'à 2800 mégaoctets par seconde. C'est jusqu'à 4 fois plus rapide que l'USB-C. Vous pouvez ainsi transférer 1 Teraoctet de fichiers en 7 minutes seulement, comme avec ce modèle. Autre avantage du Thunderbolt 3, c'est le chaînage qui autorise à brancher entre eux jusqu'à 5 périphériques. Vous pouvez d'abord relier le Mac à une grosse solution de stockage externe, comme ce modèle RAID 16 Tera équipé de pas moins de 8 SSD, pour travailler directement depuis le disque externe pour réaliser un montage vidéo en 8K multiflux. Puis branchez le tout à un disque RAID que vous réserverez cette fois à la sauvegarde via Time Machine. Et si celui-ci est placé en bout de chaîne et qu'il dispose d'un port USB-C comme ce modèle, vous pouvez en plus connecter un disque supplémentaire USB-C pour libérer les ports de votre Mac ou encore un lecteur de carte mémoire qui a disparu des ordinateurs portables d'Apple.
pratique, la recharge de votre MacBook Pro est également assurée. Pas besoin de connecter votre alimentation au secteur. Enfin, le Thunderbolt 3 gère également l'affichage. Vous pouvez donc chaîner un moniteur compatible. On refait le Mac. Rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine question stockage. Je vous rappelle notre concours cette semaine avec SanDisk qui vous offre 3 eXpand Flash Drive. C'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go et stocker vos photos, vidéos ou films. Pratique, on peut enregistrer directement un cliché sur la clé sans encombrer la RAM de votre iPhone. Bref, pour participer, c'est très simple. Il suffit de répondre via Twitter à la question qui vous sera posée en fin d'émission. On va parler un petit peu maintenant de ce qu'il y a sous le capot, très joli capot de l'iPhone XR. On refait le Mac. iPhone XR, performance et autonomie aussi bien, voire mieux qu'un iPhone XS. C'est la bonne surprise des benches qu'on a pu faire à la sortie de la boîte. On trouve la même puce A12 Bionic que l'iPhone XS, Melinda. Finesse de gravure identique, 7 nanomètres. Non, encore une fois, ce n'est pas un iPhone au rabais. Bah non, on lui a donné la même chose. Je crois qu'il y a juste la RAM, il y a 3 Go d'un côté, 4 Go de l'autre. Exactement. Mais ça veut dire que globalement, il est doté du même cœur. Il fait la même chose, il va gérer la réalité augmentée pareil. Il est aussi puissant, il est aussi fluide. Moi, je trouvais, on sent pas la différence de RAM, honnêtement. C'est aussi peut-être une raison pour laquelle on conseillerait plutôt le 10R que le 10 en cette génération, parce qu'il est un peu plus fluide. C'est la nouvelle génération de puces. Forcément, elle est plus économe, elle est plus rapide, plus puissante. Donc, on aurait tendance à dire que l'iPhone 10 est toujours plus cher. Ouais, c'est quand vrai. même. Alex n'est pas d'accord. Mais tu veux en dire un mot, Alex Nassa, maintenant ? Bah écoute, non, entre un 10R que j'ai pas encore vu, donc c'est un peu compliqué comme de répondre à cette question. Oui, tu travailles, toi, c'est pour ça, c'est contrairement à nous. Voilà. Et en revanche, j'ai l'expérience du 10, mais de ce que vous êtes en train d'énumérer depuis tout à l'heure, notamment l'absence de 3D Touch qui, moi, me pose un vrai problème, parce que c'est un truc que j'utilise vraiment très souvent, ça me rappelle un peu Touch ID. Donc Apple a eu une réflexion en se disant on va devoir remplacer Touch ID parce que c'est lié à toutes les contraintes de l'OLED, d'intégration, de finesse, etc. Ok, on dégage Touch ID, à la place on met Face ID, qui marche très très bien. J'en suis ravi, autour de moi aussi. En revanche, pour 3D Touch, c'est quand même un constat d'échec, je trouve, de se dire on n'a pas trouvé de plan B, on ne peut pas intégrer cette technique que moi j'apprécie beaucoup, donc tout simplement on la dégage. Et je pense qu'ils vont faire la même erreur avec la Touch Bar sur les Mac, mais ça c'est encore un autre débat. Attends, on en parlera mardi, ça, si tu veux bien. Alex. D'accord. À choisir entre un 10R qui n'a pas de 3D Touch, qui n'a pas de LED, sachant qu'on peut trouver un 10 aujourd'hui qui a tout ça, même s'il est un tout petit peu moins puissant. Mais à la rigueur, si on est sur un power user qui veut vraiment le dernier raffinement en termes d'iPhone, il va prendre un 10S ou un 10S Max, donc il mettra ses 1000 balles. En revanche, celui qui veut un téléphone quand même up-to-date qui marche bien, moi je vous conseille très très fort le 10 qui se trouve moins cher qu'un 10R neuf aujourd'hui, en occasion. En occasion, enfin, ou même en petite série. En reefer, sinon. Il faut se méfier quand même des fois, on a quelques surprises. Bon, enfin, bref. Il faut se méfier. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne l'iPhone XR au registre des performances pures? Regardez, on a fait comme d'habitude des tests des benches de vitesse brute avec l'application Geekbench. Alors, évidemment, ça n'illustre pas les usages, c'est la puissance brute du processeur A12 Fusion, c'est comme ça qu'il s'appelle, si je me souviens bien, ou Bionic, Bionic cette fois. Alors comparé à l'iPhone 7, à l'iPhone 8 Plus, à l'iPhone 10, à l'iPhone XR et enfin bien sûr l'iPhone XS Max, regardez, vraiment l'iPhone XR talonne, si c'est pas par moment dépasse même l'iPhone XS Max, c'est quand même c'est assez étonnant en termes de bench. En matière graphique, le Compute Score, qui gère vraiment le sous-métal, l'affichage, notamment pour les jeux, pour la réalité augmentée, c'est un point très important. Et moi, qui pourrais justifier de prendre plutôt un iPhone XR qu'un 10, justement. Regardez les différences par rapport à un 10, c'est flagrant. Ça double. Ça double, j'exagère, c'est 25%. Plus rapide, 15 000 points en gros pour l'iPhone 10, 21 319 points pour l'iPhone XR. Lorsque tu lances des applications à réalité augmentée, tu vois vraiment la différence en termes de fluidité. Alors ça reste du gadget, Melinda. Aujourd'hui, il y a très peu d'applications. Il y a Ikea, il y a quelques applications dont je retrouvais le nom si tu veux prendre la parole. Mais je vais chercher le nom de l'application, je voulais montrer. Moi, j'ai regardé ça sur des sites marchands américains qui s'en servent un peu plus que nous aujourd'hui. C'est l'application, c'est le site PureCycle. Alors, il y a PureCycle et il y en a un autre dont je vais aussi retrouver le nom qui va me revenir, qui fait plutôt tout ce qui est design. Dans mes notes, tout ce qui est plus design. Et donc, vous pouvez choisir un élément dans la galerie de produits à vendre et vous le mettez dans votre décor pour voir si le rendu est bon. Honnêtement, c'est là qu'on voit la différence entre l'iPhone 10 et les 10S de cette année, 10R. La finition, on croirait vraiment
il y a... Tu as l'objet dans mais chez puis toi. il est posé sur la table à côté de nous. Ouais. Et ça, honnêtement, j'ai comparé le même produit prix avec le 10S Max et le 10R. Ouais. Honnêtement, qualitativement, 90% des gens ne vont pas voir la différence. Ouais, Le rendu réalité augmentée est vraiment excellent. Encore une fois, le seul argument qu'on peut trouver au 10S et au 10S Max aujourd'hui, pas le 10, au registre des performances, c'est que ces derniers, les 10S et 10S Max, sont équipés des dernières générations modem 4G, les fameux gigabits. C'est la nouvelle norme du standard 4G qui permet des débits jusqu'au gigabit justement. Mais précisons que pour l'instant en France, aucun opérateur n'est capable d'atteindre cette vitesse, donc ça ne sert à rien. Vous l'aurez bien compris, donc peut-être, sauf si vous allez à l'étranger. En revanche, il y a, comme sur le 10S et le 10S Max, la fameuse double SIM, qui n'en est pas une, puisqu'il y a une SIM et une eSIM virtuelle. On n'a pas de nouvelles des opérateurs. Ça ne devrait pas tarder avec la mise à jour d'iOS 12, Mélinda. Alors, ça doit arriver là, normalement, sur les iPhones, les derniers iPhones. C'est pour maintenant, mais pour la France, pour le moment, c'est pour personne. Au dernier bruit de couloir, ça discute avec tous les opérateurs. Alors, on aurait pu penser que Orange, qui était l'opérateur qui avait géré l'eSIM de l'Apple Watch, serait le premier sur les rangs et au taquet au lancement. Apparemment, il n'en est rien. Il se murmure que plutôt, chez Bouygues, ça avancerait un peu mieux les discussions. Mais pour le moment, personne n'aura droit à cette eSIM. C'est bien. Je ne pas fait exprès. Pour clore le chapitre des performances, tu vois, c'est un point important, la double SIM aussi par rapport à l'iPhone 10, Alex. Pour clore le chapitre des performances, parlons de l'autonomie. Et cette fois encore, ça je ne comprends pas comment ils font. L'iPhone 10R est celui qui se montre le plus endurant de la gamme aujourd'hui. Alors on n'a pas eu le temps de faire un test d'autonomie, on y reviendra dans une autre émission, mais on a regardé ce qu'ont fait nos confrères, dont nos confrères d'LCI ou encore nos confrères du Wall Street Journal. Apple annonce une heure d'autonomie en plus en lecture vidéo sur le XR par rapport au XS Max, c'est assez étonnant, et 2 heures de navigation web en plus par rapport au XS. Bref, ça va beaucoup plus. Moi, dans mon esprit, le LCD consommait plus d'énergie qu'un écran OLED, puisqu'effectivement, vous avez bien compris, il n'y a pas de rétroéclairage. Eh bien, effectivement, nos confrères de Wall Street Journal, je pense à Joanna Stern, a fait un test très intéressant de lecture continue streaming sous Netflix. Regardez ces images. 13 heures de vidéo en continu sur le XS Max, c'est exactement le même score que le XR. Alors, c'est pas mieux comme l'annonce Apple. Par contre, le XS Max, il a quand même une batterie beaucoup plus grosse. Donc, c'est assez étonnant. Moi, je comprends pas. Normalement, la techno, elle est moins avantageuse en matière de consommation électrique, mais c'est pas aussi simple, la techno. Une petite réaction, messieurs, pour conclure sur ces performances, peut-être Emmanuel ou Alex. Moi, là-dessus, j'ai quand même juste un bémol, c'est que c'est vrai qu'Apple semble, puisqu'on le voit aujourd'hui, la progression sur, on va dire, les parties conventionnelles de la puce, le fameux A12, c'est-à-dire le calcul sur l'interface graphique, sur le graphique, sur les calculs classiques qu'on demande à une puce. Je ne vais pas vous faire tout le menu, mais en gros, là-dessus, il y a une progression. C'est une progression qui est grosso modo linéaire depuis assez longtemps chez Apple. En revanche, là où je trouve qu'ils ont quand même un peu de mal, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la réalité augmentée. C'était présenté comme le gros truc qui allait faire qu'Apple va aller rentrer là encore une fois dans une nouvelle dimension, apporter quelque chose de vraiment très nouveau en se mettant à côté. Nous, on ne propose pas des casques, on propose un iPhone ou un iPad pour voir justement cette fameuse réalité augmentée. Et donc, le A12 Bionic, c'est là-dessus, vous avez vu tous les chiffres, le nombre de microprocesseurs, de transistors en plus qui est ajouté dans cette partie spécifique du microprocesseur. Donc, c'est là-dessus qu'ils mettent leurs efforts financiers, certainement, intellectuels, compétences. Or, est-ce que vraiment il y a un usage suffisamment important? Comme tu l'as dit, Olivier, il y a très peu d'applications qui sont vraiment très utiles. Moi aussi, j'ai empilé des boîtes pour voir ce que ça faisait en la réalité virtuelle et puis j'ai arrêté. Donc, est-ce que vraiment c'est suffisamment important pour se dire que c'est un point qui va réellement amener les gens à dépenser acheter cet iPhone en se disant vraiment j'ai besoin de la réalité augmentée? Non, clairement, je ne crois pas. En revanche, c'est vrai que tu as effleuré la question plusieurs fois, celle de l'autonomie et restera toujours très importante. Pour moi, les 3 points importants d'un smartphone, c'est en effet la qualité de l'écran, c'est l'appareil photo, mais c'est aussi l'autonomie. C'est le point que tout le monde regarde le plus quasiment en se disant est-ce que cette fois, il va enfin tenir une journée entière si je fais du réseau social, si je fais du streaming, si je fais du jeu vidéo et ainsi de suite. Et là, la question se pose réellement. Et sur ce point, en effet, le XR, certainement à cause de son écran LCD,
Je me rappelle plus exactement, mais je pense qu'il a un peu moins de résolution que les autres, si je me rappelle bien. Inférieur, oui. Voilà, donc ça explique évidemment la compensation sur la consommation. C'est-à-dire que moins vous affichez, bien sûr, moins vous affichez de pixels, moins vous avez besoin d'énergie, c'est toujours pareil. Même si vous avez donc à peu près le même moteur, le A12 c'est le même s'il a un peu moins de mémoire, là aussi c'est certainement lié à la résolution inférieure. Ça lui permet de moins stocker évidemment d'informations pour afficher sur l'écran et ça lui permet d'avoir une performance qui est à peu près équivalente à celle du XS Max, ce qui est quand même vachement bien parce qu'il a une très très grosse batterie à côté. Effectivement. Mais lui, il doit afficher beaucoup plus de pixels. Melinda. J'ai un bout de réponse pour Emmanuel sur l'autonomie parce que du coup, au bout d'une semaine, je lui ai un peu fait un peu maltraité. Puis voilà, je suis très réseaux sociaux, donc c'est pareil, ça aide. Oui, et l'autonomie, elle est bonne. Elle est mieux que certains, que les iPhone 8. C'était le talon d'Achille de l'iPhone. Là, honnêtement, elle tient bien. J'ai fait bien joujou avec en usage quotidien. Là, je parle pour un usage vraiment quotidien. Je ne me suis pas amusée à regarder 13 heures de Netflix. Tu vas partir à New York la semaine prochaine. Tu auras peut-être l'occasion de faire l'aller-retour. On fera la test. Mais oui, il tient mieux. Il tient moins bien que l'iPhone XS Max. Là-dessus, il ne faut pas se leurrer. Moi, je trouve que le XS Max a une batterie qui est assez impressionnante pour Apple. Pour Apple. Voilà, en usage quotidien, c'est-à-dire beaucoup de photos, des réseaux sociaux. Honnêtement, il tient plus d'une journée, l'iPhone XR. Ça, c'était une bonne surprise, parce qu'en effet, on se dit écran LCD, ça va pomper dessus à mort. Non, la batterie, elle est plutôt surprenante. Et pas autant que... C'est pas du top niveau non plus, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. Donc, en résumé, vous l'avez bien compris, pour l'instant, c'est plutôt un plébiscite pour l'iPhone XR. 10R, c'est dur à dire. Là, c'est pas pour nous, Français. C'est pas, voilà. 10R par rapport au sein même de la gamme, que ce soit à savoir le 10S et le 10S Max, moi, il n'y a pas à hésiter du tout. Prenez plutôt un 10R. Mais il reste quand même encore un point important, et c'est le principal argument de vente des constructeurs de téléphones. C'est bien sûr la téléphonie, mais avant, on place au busomètre, place au classement des rumeurs, qui se sont, c'est le moins qu'on puisse dire, multipliées avant le live de mardi. On refait le Mac. Le busomètre, c'est Alex Masméjean qui s'y colle tout de suite. Alex, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple cette semaine? La première rumeur, c'est de nouveaux iPad Pro. Plus qu'une rumeur. Et oui, plus qu'une rumeur. Et l'Apple Pencil, voilà, suite au carton artistique de Apple. Oui, c'est le carton d'invitation, Melinda. Les cartons d'invitation. Pour se rendre à New York la semaine prochaine. Tu y seras, nous serons au rendez-vous. Donc, normalement, si tout va bien, en direct à partir des 14h30. On essaiera de prendre l'antenne un petit peu avant, un horaire inhabituel. Donc, 14h30, parce que ça a lieu sur la côte Est. Pour une fois. Bah oui. Bon. Ils délaissent leur Steve Jobs Theater. On a rendez-vous à Brooklyn même. Bon, écoute, on verra. Tu nous raconteras ça en duplex de New York la semaine prochaine. Donc, iPad Pro et Apple Pencil, ça, c'est à peu près sûr. Deuxième rumeur, deuxième info avec Alex. Ce sont les nouveaux MacBook Air. Ça fait très longtemps déjà qu'on les attend, les nouveaux MacBook Air. Oui, on désespérait, Emmanuel, d'avoir de nouveaux MacBook Air. C'était le modèle le plus populaire de la gamme Apple. On a vu arriver le MacBook qui n'a pas vraiment répondu à la demande. Tout à l'heure, on nous parlait de touch bar ou pas touch bar. C'est vraiment la principale interrogation. Ces nouveaux modèles seront-ils équipés d'un écran Retina et d'une touch bar, Emmanuel? Le MacBook Air, est-ce qu'il va survivre? On n'est pas sûr. C'est peut-être un super MacBook, quoi, en clair. C'est ça aussi. Voilà, il a pas besoin, en fait, peut-être qu'il y a le MacBook et le MacBook Pro, c'est tout. Moi, le touch bar, très franchement, je pense qu'ils vont le conserver parce que c'est la suite même de l'histoire du clavier sur un portable. C'est-à-dire qu'à un moment, on en arrête avec le fonctionnement mécanique et qu'on n'a plus que finalement des touches, vous voyez, LCD ou OLED, je sais pas en quoi ils le feront, et qu'on tape dessus. À mon avis, ça me paraît, ils vont petit à petit plutôt avoir une touch bar qui va s'agrandir par rapport au reste. Comme ils ont agrandi à un moment le trackpad, qui a fini par devenir pratiquement l'intégralité du bas du clavier. Manuel, tu sais quoi? Là-dessus, ça va se faire. On a une demi-heure avant la keynote mardi pour en parler ensemble. La prochaine rumeur suivante avec Alex, il a un peu spoilé, l'ami Emmanuel. Oui, la prochaine rumeur, c'est de nouveaux Mac Mini et des iMac. Voilà, c'est deux gammes qui n'ont pas non plus été... l'iMac, 4 ans, Mac Mini pour le Mac Mini. Très longtemps, très très longtemps. Ouais. Et les nouveaux iMac, effectivement, ils n'ont pas été mis à jour depuis le mois de juin de 2017 et la Mac Pro depuis le mois de janvier de cette année. Donc, effectivement, c'est intéressant de voir ça et peut-être pourquoi pas. Le Mac Mini, on l'attend. C'est Phil Schiller lui-même qui a dit qu'il était là, il allait arriver. Et puis le Mac Pro, peut-être aussi. Ouais. Peut-être. Back to the Mac, on va rendez-vous mardi 14h30 sur On fait le Mac sur YouTube et Dailymotion. Quatrième rumeur. Toujours dans les mini, on attend aussi un nouvel iPad mini peut-être?
Il y a un iPad mini qui aussi n'a pas été mis à jour depuis 3 ou 4 ans. C'est ce fameux analyste Michuko qui nous a sorti ça hier ou avant-hier. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas évolué depuis Oui. longtemps. Voilà. Mais ce serait pas pour maintenant, ce serait peut-être pour la fin de l'année, voire début 2019. Enfin, c'est très très flou. Moi, C'est un je produit n'y qui est à crois l'arrêt depuis pas 2-3 trop. ans également, hein, Ouais. l'iPad mini. Et dernière rumeur avec toi, enfin plus qu'une rumeur, c'est une info cette fois-ci, Alex. Info, rumeur, c'est le big boss Tim Cook donc, qui a fait une visite surprise à Paris. Alors Linda, tu l'as rencontré avec notre ami Cédric à Paris. Bah, il était là, oui, c'était pas c'est plus une rumeur maintenant. C'est plus une rumeur. On l'a vu, il est venu, on a discuté avec lui. Il était là pour aller à Bruxelles surtout pour Oui. parler des RGPD. Hein, Et pour voir le président aussi de la République plus que nous, oui, soyons clairs. Pourquoi ça venu tout simplement? Alors, il était là pour une bonne cause, qui est voilà, c'est pour un partenariat avec Simplon. Je ne sais pas si vous connaissez Simplon, c'est comment expliquer ce qu'ils font? C'est une entreprise qui fait de la formation gratuite pour tout type de personnes. Ils font vraiment, leur moteur, c'est l'inclusion au maximum. Donc, il y a beaucoup de femmes c'est des métiers pour tout ce qui est lié à l'informatique, au développement d'applications. Et donc, Tim Cook est venu pour officialiser ce partenariat qui fait qu'ils vont mettre à disposition un cursus de 4 semaines qui s'intègre au cursus général pour former des demandeurs d'emploi, des réfugiés, parce qu'ils accueillent beaucoup de réfugiés aussi, au développement d'applications. Donc, ils vont leur enseigner les bases du code Swift, évidemment, du code maison. Oui, c'est le grand dada de Tim Cook, notamment le Swift lors des grandes conférences d'Apple. Merci pour ces rumeurs. Rendez-vous encore une fois mardi pour le live de Refait le Mac à partir de 14h30. Mélinda ne sera pas loin. Après le busomètre, on va parler du composant peut-être le plus important aujourd'hui sur un téléphone. On parle bien sûr de l'appareil photo. On refait le Mac. L'iPhone 10 un seul objectif. Il hérite du même grand angle, 12 mégapixels au dos et même 7 mégapixels sur la face avant. C'est la même chose que l'iPhone XS, 10S et 10S Max. Il y a bien sûr un stabilisateur optique, hein. Ça n'a pas toujours été le cas sur Apple, mais il est toujours là. C'est pas un iPhone low cost. Par contre, il manque bien sûr le second objectif propre au 10S et au 10S Max. Est-ce que, allez, regardez, pour vous donner une idée, on a pris quelques prises de vue en arrivant ici tout à l'heure à l'école 42 avec l'appareil, dans les bonnes conditions d'éclairage, encore une fois, l'iPhone 10R n'a pas à rougir. Hein. C'est terrible, hein. Il n'a qu'un seul objectif et puis finalement, il fait pratiquement la même chose qu'un autre avec deux. Mais bon, allez, aussi bien, mais pas tout à fait quand même, parce qu'il faut aussi justifier la différence, notamment le mode portrait. Voilà, le mode portrait est bien. Il a aussi la profondeur de champ qu'on peut régler, mais il a 3 effets lightning. Voilà, le lighting, pardon. Il y a moins d'effets que sur le 10S et 10S parce que Max. Forcément, il peut pas gérer la profondeur de champ. Voilà, le fait d'avoir 2 objectifs permet vraiment de faire la profondeur de champ. Les contours sont pas terribles. Et c'est vrai que dès que la luminosité commence à descendre, on voit peut-être un peu plus de grains, c'est un peu moins détaillé, enfin c'est moins réussi en fait. Dès que la condition de luminosité est plus extrême, regardez sur ces images, l'iPhone 10R était un peu moins à l'aise que le 10S Max, mais vu la différence de prix, c'est pas forcément étonnant, mais quand même Apple a utilisé l'intelligence artificielle pour traiter les photos, hein, et tu l'as dit, et générer, comme c'est déjà le cas sur le XS, un effet bokeh, donc vous n'avez pas de seconde optique, mais vous pouvez quand même le faire, comme c'est le cas depuis pas mal d'années sur le monde Android. On peut même maintenant, et ça c'est la belle avancée du 10S, et maintenant donc du 10R, rajouter un effet bokeh a posteriori, c'est ce qui manquait sur l'iPhone par rapport au monde Android. Qu'est-ce que vous en avez pensé encore une fois? Peut-être avec Alex, on sait que par rapport à l'iPhone 10, tu parlais tout à l'heure, je privilégie un iPhone 10 par rapport à un 10R, il y a 2 optiques, c'est vraiment indispensable pour ce que tu fais aujourd'hui? Écoute, non, c'est pas forcément indispensable, mais j'ai un peu la même réflexion là-dessus que pour le fameux écran LCD qui est quasiment aussi performant que l'écran OLED du 10, 10S ou 10S Max. C'est qu'on nous a quand même vendu à l'époque que le double capteur, c'était obligatoire pour faire ce fameux effet bokeh. Donc on s'est tous jetés dessus en disant que c'est génial. Ouais, on est faible. Faire comme avec un réflexe. Et puis là, ils nous sortent un téléphone à 300 ou 400 euros moins cher qui permet ce même effet avec un seul objectif. Donc ça, c'est pareil. Je suis très curieux de voir si c'est en effet aussi efficace que sur un 10S et un 10S Max. Moi, la seule chose que j'aimerais savoir, c'est s'il y a toujours le beauty effect là sur l'objectif qui est sur la façade pour les selfies. Parce que moi, j'aime beaucoup cet effet. J'ai pas du tout envie ce bug. parce que je fais 5 ou 10 ans de moi et ça me va très bien.
Ce bug va disparaître. Ça va disparaître. Non, voilà. C'est Non, dommage, moi, je veux pas qu'il s'en aille. Ouais, faut le garder ce bug. Allez, Pour je une vous fois qu'il y a un bug qui est bon. Je rappelle notre concours SanDisk pour qui use cette semaine 3. Expand Flash Drive, c'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone, pardon, pas de votre Mac, pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go et y stocker vos photos, vidéos ou films. Pratique, on peut enregistrer directement un cliché sur la clé sans encombrer la RAM de son iPhone. Pour participer, c'est très simple, il suffit de vous abonner au compte On refait le Mac sur Twitter et répondre, attention à cette question, roulement de tambour, de quel connecteur dispose la clé Expand Flash Drive de SanDisk? C'est facile, si ça se branche sur un iPhone, facile à trouver. Pour répondre, adressez votre réponse au compte On refait le Mac en associant l'hashtag ORLM SanDisk. Bonne chance. Allez, on passe à la conclusion de cette émission. Est-ce qu'il faut acheter un 10R ou un 10S ou un 10? On a déjà répondu, mais moi, je peux même déjà déflorer la réponse. Vive le 10R. On refait le Mac. Alors messieurs, dames, on ne trouve que des qualités à cet iPhone XR. Vraiment, la différence entre le 10S et le 10S Max ne se fait qu'au registre de la qualité de l'écran et de la mémoire embarquée, sans oublier le prix, bien sûr. Regardez quand même, au niveau du prix, c'est important. À partir de 855,28 € pour la version 64 Go, on le disait en préambule de cette émission, c'est 300 € de moins qu'un iPhone XS, avec un écran plus petit de 5,5 pouces. C'est paradoxal, mais c'est un écran OLED, c'est plus cher. Et c'est 400 € de moins qu'un XS Max, franchement. Moi, pas d'hésitation, je choisis un XR, un 10R. Le 10R, il est très bien, mais je pense que c'est 3 cibles différentes. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de couleur. On oublie ça, mais voilà, qui n'ont pas... Ils le prennent en blanc ou en noir, et puis voilà. Oui, mais c'est un autre vêtement. Le double capteur photo, ça va être un choix, en fait. Oui. Parce que voilà, l'appareil photo est bien, mais il n'est pas aussi bien. Est-ce que ça vaut la différence? Voilà. Et entre le 10S Max et le 10R, c'est une question d'écran. La différence vraiment, je pense, est de photo en bonus. Après, mais il est très très bien. Je pense que ça va être moi, je pense que les gens vont se ruer sur ce 10R qui est moins cher que les autres. Encore cher, on est d'accord, mais moins cher. C'est pas l'iPhone pour tous, mais c'est l'iPhone 10 pour tous, presque. Voilà, la différence, elle est importante. Si on monte, alors la différence est aussi importante en termes d'allocation mémoire. C'est la mauvaise habitude d'Apple. Sur les modèles un peu moins chers, évidemment, ils mettent moins de mémoire, ils la facturent à prix d'or. Chez Apple, si vous voulez la version 128 Go, il faut compter 917 € et des poussières. Et pour la version 256 Go, 1027 €. Alors que le 10S, lui, c'est du 256 et du 512. Il n'y a pas de 512 sur le 10R pour les gros consommateurs. Pour les podcasteurs, pour ceux qui font beaucoup de vidéos ou des émissions comme nous, 512, c'est quand même un avantage. J'espère que notre ami Alex pourra rester jusqu'au bout, parce que combien il te reste de batterie sur ton 10S Max depuis le début de ce hangar, de cette vidéoconférence, Alex? Écoute, le suspense est assez insoutenable. J'ai commencé cette émission, j'avais 94% de batterie, donc je me suis dit, je suis tranquille. Là, je suis à 25 là. Bon, allez, on passe vite à vos coups de cœur. On refait le Mac. Les coups de cœur à celui qui est presque dans la zone rouge de sa batterie, à savoir Alex Nassar. C'est une coque de la marque Pitaka, que je ne connaissais pas. J'ai découvert ça sur YouTube en me promenant. Pitaka qui fait une coque qui a l'avantage d'être extrêmement fine par rapport à tout ce qui se fait ailleurs. C'est plus fin qu'une coque silicone Apple, mais c'est un peu plus épais que ces espèces de coques qu'on trouve aussi sur AliExpress ou sur Amazon à très peu, qui sont vraiment toutes fines et qui protègent absolument rien. Là, la matière utilisée, c'est de l'aramide. C'est la matière utilisée pour les gilets pare-balles. Donc, c'est quand même relativement solide. J'en ai l'impression, en tout cas. J'ai équipé mon 10S Max avec ça. Il est tombé plusieurs fois. J'ai des enfants, donc voilà, ça fait des chutes. Et écoute, ça tient pas mal. Donc voilà, mon coup de cœur du moment, c'est cette coque qui, je trouve, ne dénature pas le design de l'iPhone et qui, malgré tout, le protège très bien quand même. C'était Florence Foresti qui disait quand vous avez une Ferrari, vous ne mettez pas une couverture dessus quand vous baladez avec. C'est pareil pour l'iPhone, c'est ça. Bref, allez, on continue avec Emmanuel. C'est une question de budget. Hein. Oui, j'imagine. Pour la Ferrari, là, c'est sûr. Emmanuel, parle-nous de Ferrari. Alors, moi, c'est un peu particulier. J'ai pas le produit, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore. Donc, on va te croire sur parole. Est-ce que vous aimez l'astronomie? Est-ce que vous aimez les étoiles, les planètes? Oui. Et moi, j'aime beaucoup. Et pour ça, j'ai des télescopes. Là, je vous en montre un. Vous voyez, je ne fais pas de pub pour la marque, mais bon, j'en ai un petit avec moi ici à Paris. Et j'en ai deux autres. Malgré la pollution lumineuse parisienne. Oui, on voit très bien la Lune avec celui-ci. C'est pas un gros, c'est un 76. Bon, c'est pas énorme. Bref. Mais il y a quand même un problème, c'est que vous mettez l'œil dans le machin, là, comme ça, pour regarder la Lune. Vous voyez, vous mettez l'œil. C'est bien, mais à l'heure des réseaux connectés, comme on dit, des autoroutes de l'information, même pour certains, franchement, c'est un peu archaïque. Depuis maintenant
quelques années, mais ça commence enfin à se démocratiser. Vous avez de plus en plus là à mettre ici, des objectifs exactement comme votre iPhone, d'ailleurs, c'est la même chose. C'est des objectifs CCD. Vous les mettez à cet endroit-là, ils capturent l'image et ils vous le retransmettent directement sur votre ordinateur, votre iPad ou votre iPhone. Donc, c'est génial parce que vous pouvez évidemment à ce moment-là commencer à regarder ces images en famille ou avec d'autres gens autour de vous. Alors, pour l'instant, c'est un peu cher. Si vous voulez un œil électronique pour télescope de bonne qualité, ça vous coûte environ 250 €. C'est quand même pas totalement donné vu que le télescope, ça reste raisonnable par quand même. exemple, oui, mais par exemple, ce télescope-là, vous voyez, il vaut 60 €. Donc, ça fait quand même un œil électronique beaucoup plus cher. D'accord. Mais si vous avez un peu la passion des objets dans l'espace, très franchement, c'est à essayer. Ça se connecte en USB plutôt, directement sur l'ordinateur. Mais tu peux rester au chaud l'hiver, c'est bien. Mais voilà, et alors, c'est génial, vous pouvez partager beaucoup plus facilement, vous pouvez faire de la photo astronomie beaucoup plus facilement. Par exemple, je vais vous montrer ce que j'avais fait avec un produit de démonstration, mais bon, c'était moins intéressant, mais enfin, c'était déjà ça. Regardez, par exemple, voilà, ça, c'est la Lune que j'ai prise il y a 3 jours. C'est beau. Pas mal. Télescope. C'est vraiment vachement bien. Enfin, c'est de la capture astronomique avec finalement les raffinements qu'on trouve aujourd'hui sur tous les smartphones et qu'on se demandait bien pourquoi c'était pas encore en astronomie. Voilà, ça. Merci Emmanuel, passionné d'Apple et passionné aficionados, vous avez compris, d'astronomie. Alex Masméjean, ton coup de cœur cette semaine? Mon coup de cœur, c'est Coup d'État. Coup d'État, c'est un site web pour apprendre à entreprendre. En fait, c'est une division de The Family, qui est un espèce d'écosystème de start-up européen génial qui est à Paris. Et donc, ça se binge-watch, un peu comme des séries Netflix. Ce sont des vidéos pour apprendre à entreprendre et c'est top. Voilà, le CEO, c'est Valentin Richard. C'est un mec très sympa. Donc, je vous conseille de regarder ce site coupdeta.co. Voilà. Merci Alex, toujours très sympa ces coups de cœur. À ton côté, Mélinda? Alors moi, je suis allée complètement à contre-courant. Je suis une gameuse que je pense comme beaucoup de gens qui nous regardent aussi. Et nous, on a la chance, on peut jouer avec n'importe quel matériel. Et je voudrais faire un petit focus sur une initiative de Xbox. Chez Microsoft, comme chez Apple. Microsoft, voilà. Microsoft, c'est pas interdit. Non, mais c'est Xbox, donc vraiment la branche gaming de Microsoft, mais qui a la même ligne directrice, c'est faire que tous les produits créés soient utilisables par n'importe qui. C'est un peu la même philosophie chez Apple aussi. Ils sont très branchés accessibilité et ils ont créé la première manette adaptative. Ça veut dire qu'elle est pour tout joueur, quel que soit le handicap. Ouais, on va voir des images. C'est vraiment assez intéressant. Alors, c'est très grand, évidemment. C'est fait pour des personnes qui n'ont pas forcément leurs deux mains pour jouer. Donc, ils peuvent jouer avec les pieds. On peut brancher dessus n'importe quel accessoire pour handicap. Il existe beaucoup d'associations. Il y a HandiGamer en France qui s'occupe de ça, notamment, de créer des manettes pour les gens. L'emballage est intelligent. L'emballage a été créé pour pouvoir être ouvert avec une seule main. Ça, déjà, c'est pensé jusque-là. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je pense que là, ça s'applique à une console, la console Xbox, à un PC. Et je pense que cet accessoire-là a été réfléchi pour être utilisé avec n'importe quel produit. Alors, l'iPhone, peut-être pas forcément, mais un MacBook, un iMac, un truc comme ça me semble pas à exclure. Et surtout, ça ira au-delà du simple jeu vidéo, je pense, la conception de cet appareil qui coûte 90 €, à peine plus cher qu'une vraie manette de console. Ouais, chouette initiative de nos amis de Microsoft. De mon côté, regardez, ça fait pas mal de temps que je recherchais un support pour mon iPhone XS Max, qui est très grand, pour ma voiture qui est très petite, j'ai une mini. J'ai cherché un modèle plutôt avec un chargeur à induction et qui me permette de l'accrocher sur le pare-brise, mais encore une fois avec la mini, vous mettez un XS Max, il n'y a plus rien sur la route. Ça réduit beaucoup le champ de vision et en plus, il y a les évents d'aération de ce type de véhicule en rond ne permettent pas forcément d'accrocher, vous savez, avec les petits picots, c'est assez pratique, mais pas sur ce type de grille-là. Puis j'ai découvert le dernier support chargeur de Qenu, s'appelle l'Airbase Wireless. Il est équipé d'une ventouse pour le fixer au pare-brise, mais elle est tellement puissante que le support adhère sans souci directement sur la surface plastique au sommet de mon tableau de bord sans encombrer trop le champ de vision quand je conduis. Le tout se recharge sans fil grâce au standard Qi. Le support est connecté à un adaptateur allume-cigare fourni qui, de surcroît, dispose même d'une seconde prise USB pour le passager. Bref, j'ai trouvé mon chargeur idéal. Son prix, c'est 56 €. Allez-y, c'est vraiment super, j'en suis ravi. C'est la fin, messieurs, dames, de ce 309e épisode de Refait le Mac. Merci d'avoir suivi, merci d'être venu jusqu'à moi. C'est un plaisir, comme toujours. On se revoit mardi, messieurs. Vous êtes au rendez-vous mardi? Vous êtes disponibles? Pour certains. Allez. Ouais, mardi, je suis à la mer, mais pourquoi pas.
Pas à côté d'une tondeuse, c'est tout ce que je demande. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. N'oubliez pas, mardi à partir de 14h30 sur On refait le Mac, notre spécial live. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.